Bonjour et bienvenue en phénomène d'échange de GBT201. GBT201 qui commence de belle façon avec le chapitre 3 et les équations générales dans le livre de Transport Phenomena. Pour faire ça, pour être à l'aise dans la transition, il faut faire quelques rappels de GCH 200. C'est pas mauvais par contre, c'est pas mauvais de revoir ce qu'on a déjà vu et de se rappeler de ce qu'on connaissait bien. Euh, la méthode, je vais vous le dire tout de suite, parce que vous allez garder ça un peu en cible. En fait, ce qu'on va faire pour aller chercher les équations différentielles là, qui décrivent les phénomènes qu'on décrit, euh, en phénomène d'échange 1, c'était partir d'un bilan pour arriver à une équation différentielle. En phénomène d'échange 2 et par la suite, c'est de partir d'une équation générale qui a été développée par un bilan général sur n'importe quel type de géométrie. Et on élimine les termes pour arriver, dans les deux cas, à la même équation. OK? En principe, ça devrait arriver à la même équation. Cette deuxième méthode-là que l'on voit, elle est plus fiable à la longue. Hein? Donc, par contre, ça va demander un petit peu d'habitude. Donc, regardons ici ce qu'on avait fait en phénomène d'échangeur. Vous vous rappelez comment on faisait un bilan. Vous avez tous passé le cours, donc vous savez ça par cœur. Il y avait des taux et des flux qu'on définissait, et ces taux et flux-là, par exemple, pour le chapitre 2 ou pour la quantité de mouvement, ça se composait de différentes parties. Donc, la convection, ρ fois V fois V, la viscosité, les effets visqueux, taux XX, par exemple, ou taux XL, il y a 9 composantes, et la pression. Ces composantes-là pouvaient, par exemple, sur un cube, s'appliquer sur les 6 faces. Hein? Et sur les 6 faces de notre cube, il y avait 9 composantes de ces, appelons ça des tenseurs. Hein? Les ρ, VV et taux sont des tenseurs. Et on les écrivait, on les résumait avec des fils. Bon, tout ça, on avait appris ça. Et on avait appris à faire nos bilans sur les cubes, ainsi de suite. Et on avait appliqué ça dans la section 2.2 à un film. Okay? Un film qui s'écoulait. Et on avait, vous voyez, fait le bilan ici là, sur une couche de fluide, ce qui entre moins ce qui sort, ce qui entre moins ce qui sort dans l'autre direction, plus ce qui a été généré. Et on arrivait à une équation différentielle. Bon, ça c'est ce qu'on a fait en phénomène d'échange 1. En phénomène d'échange 2, ce qu'on fait, je vous dis, c'est on part de l'équation générale. Mais allons voir d'où elle vient cette équation générale-là. Cette équation générale-là, elle va venir d'un bilan général sur 3 dimensions. Alors qu'en phénomène d'échange, vous êtes toujours juste sur une dimension. Et donc, au lieu d'aller tout de suite au cas le plus compliqué, c'est-à-dire la convection, regardons juste le transport de la masse, hein, la conservation de la masse. Donc, on a notre petit cube ici, on a une vitesse qui passe à travers un petit cube, et on regarde ce qui entre moins ce qui sort. Okay? Donc, dans les 3 faces, vous voyez ici ρ VZ qui entre ici en Z juste en bas, et ça sort en haut. À gauche, ça entre en X, à droite, ça sort en X plus delta X. Ici, en face, ça rentre en VY, et au bout, ça sort en Y plus delta Y. On fait la somme de tous ces flux-là. C'est égal à 0 si c'est en état de régime, et c'est pas égal à 0 si c'est pas en état de régime. Ben, c'est quoi la différence? Si c'est pas égal à 0, ben, c'est l'augmentation de la masse, l'augmentation ou la diminution. Hein. Des ρ sur dt peut être négatif ou positif, dépendant si la différence entre les flux ici, ou la divergence mathématiquement, là, est négative ou positive. Donc, si on divise tout ça, vous connaissez la technique, on divise tout ça par delta x, delta y, delta z, on fait tendre vers 0, et on obtient une belle équation, l'équation de continuité. Donc, vous voyez, on va faire la même approche maintenant, mais pour la quantité de mouvement. Mais avant, on va regarder cette équation-là. Cette équation-là, elle l'écrit par exemple sous forme vectorielle avec le nabla, c'est plus compact. Donc, d de ρ v est égal à d ρ sur dt. C'est égal à 0 si la densité est constante. Vous voyez la divergence, je vous rappelle ça ici. Qu'est-ce que c'est? La divergence, en fait, le sens mathématique, bon, ça veut dire un sens physique. Le sens physique, c'est la différence entre ce qui entre et ce qui sort. C'est que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Okay? L'équation de continuité, conservation de la masse, elle apparaît dans votre livre à la fin, dans les annexes B, B2, B1, B2, je crois.
Et cette équation de continuité-là, on peut l'écrire en coordonnées cartésiennes, la première ligne, en coordonnées cylindriques, la deuxième ligne, et en coordonnées sphériques. Okay? C'est toujours la même équation, mais on va s'en servir assez souvent. Pardon. Développement des équations générales pour la quantité de mouvement. Donc là, on appelle ça aussi les équations de Navier et de Stokes, deux bonhommes qui ont fait des hypothèses qui ont permis de développer ces équations-là. Donc, on va faire un bilan, comme on a fait pour avoir l'équation de conservation de la masse, mais là, on va aller chercher la quantité de mouvement. Il y a trois composantes à la quantité de mouvement, c'est un vecteur. Donc, on va commencer avec la quantité de mouvement dans la direction X. On va faire notre bilan complet, et après ça, on va voir facilement que Y et Z, c'est la même équation, juste en changeant des petites choses. Il y a plusieurs façons de transporter la quantité de mouvement par convection, le cisaillement, hein, les effets visqueux affectent le transport de la quantité de mouvement, force de pression, et la gravité. La gravité est, par exemple, des forces électromagnétiques, mais pour l'instant, on parle juste de gravité. Donc, on refait notre petit cube et on refait notre bilan. Notre bilan sur quoi? Sur la première partie qui nous intéresse, la convection. Donc, la convection, ρV, c'est la partie convective, hein, c'est le transport de la masse, multiplié par Vx. Donc, ρVx, donc c'est la quantité de masse qui entre ici à travers cette face-là, multiplié par Vx, donc c'est la quantité de mouvement qui entre ici, moins ce qui sort à l'autre bout. Ici, dans la direction Z, c'est ρVz la masse qui entre. On la multiplie par Vx et ça donne la quantité de mouvement X qui est transportée par la masse rentrant dans la direction Z ici. On fait la même chose dans la direction Y. OK? L'autre terme, le deuxième terme, c'est les efforts visqueux. On fait exactement la même chose. Taux XX en X, taux XX en X plus delta X, et les deux autres. La pression. La pression, si on regarde, pour l'instant, on fait un bilan sur la direction X, sur la quantité de mouvement X, c'est uniquement Px, P dans la direction X. Et le dernier terme, la gravité. Vous allez me dire, Gx, mais Gx, en fait, ça dépend de l'orientation de notre petit cube. Notre petit cube, il n'est peut-être pas orienté avec Z comme étant vertical. Là. Donc, il peut y avoir une composante. Donc, G indice X, c'est la composante gravitationnelle dans la direction X. C'est sûr que si c'est sur une table, c'est bien droit, Gx, ça va être égal à 0. Mais, si la table est inclinée, il va y avoir le cos de l'angle qui va intervenir. Donc, ça, c'est le dernier terme. On met tout ça ensemble et on obtient un bilan sur la quantité de mouvement qui va être égal ici à 0, si on est en état de régime, ou qui va être égal à ceci, donc l'accélération de la masse dans la direction en fonction du temps, si il y a une divergence, ici il y a une différence, si on n'est pas en état de régime, autrement dit. Donc on divise tout ça par delta x, delta y, delta z, on fait tendre vers 0, et on obtient ceci. Vous voyez, une équation vectorielle pour la direction, la quantité de mouvement dans la direction x. Donc, ici, l'accélération, la convection dans la direction x, la viscosité, les effets visqueux, la pression et la gravité. Ici, vous voyez bien que d sur dx de ρVx, Vx, on peut développer ça. On pourrait développer, et vous allez voir dans la forme finale de l'équation de conservation, effectivement, on va le développer, ceci. D'accord? Pour l'avoir, maintenant, on a juste un tiers de la solution. Hein. Il faudrait avoir la direction X, la direction Y et la direction Z pour avoir le mouvement complet. Donc, ça se fait exactement de la même façon, Vy et Vz. On refait exactement le même travail. À la fin, on se retrouve avec une équation vectorielle, 3 composantes. Et je l'ai écrit de façon compacte, sinon ça prend toute la page. Divergence de... En fait, ça, c'est pas tout à fait divergence, mais bon, nabla dot rho vv. Donc ça va être la partie convective. Gradient de P. Nabla, il devrait y avoir 2 notes ici, de taux, donc ça c'est les efforts visqueux, et ρg. Bon, l'aspect mathématique, on s'en balance un peu,
Ça, c'est l'accélération, ça, c'est la convection, la pression, les effets visqueux, donc la résistance à cause de la viscosité, et les effets des forces de volume gravitationnelles. Bon, cette équation-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les chercher. Maintenant, je les écris ici, là, mais vous ne viendrez pas les chercher sur cette vidéo-là. Vous allez les chercher dans l'annexe B5 de livre de Burn. Ils vont être plus clairs, puis il y aura probablement pas des... Ça se peut qu'il y ait des petites erreurs, je ne vous garantis rien. Donc, vous voyez, ici, j'ai développé l'équation précédente, et je vous disais comme ça, j'ai développé donc le rho divergence de VV, là, je l'ai développé ici, OK? Et j'ai utilisé l'équation de continuité. Donc, vous voyez ce terme-là à gauche, accélération et convection. À droite, pression, effet visqueux et force gravitationnelle dans ce cas-là. Okay? Les trois composantes. Donc, ce qu'on va faire quand on va prendre un problème, on va aller chercher cette équation-là et on va slasher des termes. Si on est en état de régime, ça c'est égal à 0. S'il n'y a pas de vitesse X, ça c'est égal à 0. Donc, on va à la fin se retrouver avec la même équation qu'on avait développée par bilan. Mais avec un tout petit peu de pratique beaucoup plus rapidement qu'en faisant des bilans et de façon beaucoup plus solide. Le résultat va être certain à ce moment-là. Donc ça, c'est en coordonnées cartésiennes, en coordonnées cylindriques, en coordonnées sphériques. Ça devient pas beau, hein, c'est mieux en général quand c'est carré. Là. La même chose, donc, pour les équations de conservation de la quantité de mouvement, là vous voyez les trois que je viens d'écrire, c'est en fonction des taux de cisaillement. Maintenant, pour la vitesse, si je veux avoir la vitesse, ben, je vais substituer la loi de Newton. Je ne vais pas montrer encore la loi de Newton, mais vous la connaissez un peu là. Donc, ce que je fais, c'est que je suppose qu'on est dans un fluide newtonien, que la viscosité et la densité sont constantes. Donc, je reprends l'équation précédente que l'on avait vue, et c'est celle-là. Hein, okay? Cette équation-là, je mets pour taux XX ce que je vais chercher dans l'annexe B2, et j'obtiens ceci. Je n'ai pas besoin de le faire, je l'ai dans l'équation, dans l'annexe B5, hein, donc vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc ça, c'est pour densité et viscosité constante. N'oubliez pas ça. Hein. Ça, c'est valide si la densité et la viscosité est constante. En coordonnées cartésiennes, évidemment la même chose en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. OK? Donc, ces trois types d'équations-là, ou ces trois équations-là, pour les trois systèmes de coordonnées, vont être ce qu'on va appeler les équations générales. Et comme je vous le disais, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder terme par terme. Est-ce qu'il y a une vitesse X? Est-ce qu'il y a une vitesse Y? Est-ce qu'il y a une vitesse Z? Est-ce qu'il y a des effets visqueux? Ainsi de suite. Donc, vous allez vous poser des questions à partir des hypothèses que vous avez faites sur votre écoulement. Et vous allez réduire cette équation-là à sa forme la plus simple. Donc, on pourrait reprendre, par exemple, plusieurs des exemples ou des exercices ou des sections que l'on a fait dans le chapitre 2 en se servant de ceci. C'est ce qu'on va faire aussi hein, assez souvent. Donc, ces équations-là, comme je vous le disais, vont être utilisées. Bon, ce que j'avais pas mentionné jusqu'à présent, c'est que la loi de Newton que j'ai utilisée pour arriver à cette expression-là en partant de ceci, hein, ça soigne un peu là, les transparents, là. Mais donc si on part de ceci, on va chercher par exemple taux XX, taux XY, à partir de la loi de Newton qui est ici. Okay? L'équation, la loi de Newton, elle est ici. Elle est dans l'annexe B2, je crois. Donc, vous allez vous remplacer le taux XX dans l'équation que vous aviez tantôt par les termes qui vont apparaître ici. Et vous allez obtenir l'équation la deuxième forme là, en fonction de la vitesse. Petite chose ici. Le deuxième terme qui apparaît dans les trois premières lignes fait apparaître un petit kappa ici que vous ne connaissez pas. Et en fait, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est un terme un peu étrange, mais qui, heureusement, dans 99,99% des applications de génie chimique et de génie biotech, n'intervient pas. Pourquoi? Parce que on travaille très très souvent avec des fluides incompressibles, donc divergence de V est égale à 0. Ce terme-là étant égal à 0, on ne s'occupe pas de ces trois termes-là. Donc il va rester que ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, et
pour les taux croisés, là, il va rester ces termes-là. Donc, ça va nous simplifier un petit peu la vie. Il faut bien ça. Donc, on se revoit pour faire des exemples et des applications de ces équations générales.